Bonjour à tous, dans ce grand JT des territoires de la période des fêtes de Noël. Nous allons vous présenter les plus beaux reportages de ces dernières éditions en souhaitant à tous ceux qui peuvent profiter de belles fêtes de fin d'année. Voici tout de suite ces reportages réalisés par nos partenaires dans toutes les régions françaises et dans les Outre-mer. Une fois par semaine, Robin part à la chasse aux belles images. Originaire de Valloire, ce jeune saisonnier sillonne les montagnes mauriennaises à la recherche des animaux sauvages. Et après plus d'une heure de randonnée en raquette, Robin se rapproche de son piège photographique, non sans une certaine excitation. Donc je l'ai mis un peu sur la gauche en contrebas dans des mélèzes. J'espère prendre des chamois. On verra si j'ai réussi à les prendre ou pas. Et on verra aussi si on peut apercevoir d'autres animaux sur la zone derrière. Le vent, chamois, écureuil ou chamois, le piège offre une proximité directe avec le monde sauvage. C'est un peu nos yeux qu'on pose sur les pierres, les arbres dans la nature. Et pendant notre absence, la faune sauvage suit son cours. Donc on a beaucoup de moments uniques, des vrais moments de vie chez les animaux, chez les espèces. Une fois redescendu au village, Robin en profite pour jeter un œil sur les nombreux clichés qu'il a glanés depuis 7 ans. Cerfs, chamois ou marmottes, les animaux capturés sont nombreux. Et c'est quand il ne s'attend à pas grand-chose que Robin est le plus souvent surpris. J'ai mis mon piège en été, j'étais pressé, je l'avais mal mis, j'étais pas content de moi. Je me suis dit, j'en suis sûr que je prendrai rien. Et c'est quand un coup je suis allé le récupérer, j'ai vu une image. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas un chiot, c'est pas un renardeau, c'est quoi? Et j'ai mis la vidéo d'après, j'ai vu qu'il y avait 2 louveteaux qui étaient passés devant. Donc voilà, ça arrivait qu'une fois pour l'instant et peut-être que ça arrivera un jour. Désormais, Robin souhaiterait cacher ses pièges photographiques plus haut en altitude, là où la vie sauvage reste encore la plus inconnue. Le PGHM, ou peloton de gendarmerie de haute montagne, basé près de Gérardmer, effectue une centaine d'interventions par an dans le massif des Vosges, en alternance avec les sapeurs-pompiers. Je vous propose de les retrouver à 1200 mètres d'altitude pour un exercice de secours en compagnie de Thierry Lasson et de Denis Lequienne de Vosges Télévisions. En termes de bilan, en fait, c'est un jeune homme de 18 ans qui s'est tordu la cheville en descendant voir la vue là. Un scénario bien rodé pour des techniques de secours en montagne qui le sont tout autant, car travaillés et retravaillés chaque mois par les 10 gendarmes, dont 7 sous-officiers du PGHM de Xanru-Longemer, formés au Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de Chamonix, et que nous avons retrouvés ce mardi matin sur le massif des Vosges, au Haut-Gazon, à 1200 mètres d'altitude. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui en alternance avec les sapeurs-pompiers, réalise en toute saison et en moyenne pas moins d'une centaine d'interventions par an. Et d'ailleurs, on a déjà commencé il y a une dizaine de jours avec 6 interventions en une semaine liées essentiellement à de la randonnée pédestre à pied ou en raquette sur des endroits enneigés. Ce qu'on constate, c'est que les gens s'aventurent sur des sentiers estivaux, donc des sentiers de randonnée qui sont balisés mais pour des activités estivales quand il n'y a pas de neige, et ils s'aventurent à pied sur ces sentiers qui sont forcément enneigés, qui peuvent être verglacés. Secouriste au PGHM, un métier passion avant tout. Ça a été un choix qui au début, moi je pensais pas y arriver, mais je me suis dit petit à petit j'ai réussi à m'entraîner, à me préparer pour ça, et puis au final ça a marché, et c'est vrai que c'est un métier. En fait on est au boulot, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être au boulot parce que c'est une passion en même temps. Avec les vacances de février, nombreux sont les amateurs de randonnée qui vont chausser les raquettes, et de petits conseils peuvent éviter le pire, comme d'abord se renseigner sur les conditions météo et d'enneigement. La randonnée raquette se pratique sur des sentiers balisés pour la raquette. Ne pas s'aventurer sur des randonnées avec des balisages estivaux, donc pour l'été, parce que c'est des sentiers qui sont très escarpés et en raquette c'est difficile d'y progresser. Sans oublier de transmettre votre parcours à une personne qui, en cas de retard suspect, pourra alerter les secours. Voilà, et puis vous avez peut-être eu le privilège de le goûter,
Le meilleur macaron citron du monde est français. Il est fabriqué dans la Loire par un atelier et a récemment été récompensé par le prestigieux prix Great Taste avec une distinction de 3 étoiles. Ce macaron reconnu pour son excellence a séduit tous les experts gastronomiques. Pour notre partenaire TL7, Céline Ercilia s'est rendue à Roche-la-Molière pour rencontrer Franck Deville et découvrir les secrets de cette création. Regardez. Voici le meilleur macaron au citron du monde. À peine élu et déjà estampillé au nom du Great Taste. En avril dernier, Franck Deville a présenté sa création aux 500 membres du jury de professionnels du concours à Londres. Testé sur son apparence, sa texture et son goût, entre autres, son macaron citron a remporté la plus haute distinction, les 3 étoiles. Et cela parmi des milliers d'autres produits testés. Ça doit être du 14 000 produits environ qui étaient testés et seuls 2%, moins de 2% qui sont ressortis primés et qui a obtenu la meilleure note. Donc cette meilleure note, c'est 3 étoiles. Hein. Ce label d'excellence est une grande fierté mais aussi une belle reconnaissance du savoir-faire de l'entreprise ligérienne. Franck Deville a marqué le monde gastronomique avec son macaron citron. Une saveur qu'il n'a pas choisie au hasard. Elle était même une évidence après sa rencontre avec un grand chef. Une fois, il y a M. Ducasse qui est venu à un salon au Syrah à Lyon, est venu déguster un macaron et le premier macaron qu'il a voulu déguster, c'était le macaron citron. Et depuis ce jour-là, ça m'a interrogé. J'ai demandé pourquoi en fait le macaron citron, pourquoi il voulait goûter ce type-là de macaron. Et en fait, M. Ducasse m'a répondu, il m'a dit pour moi c'est plus facile de goûter quelque chose d'acide. Parce que là, on va reconnaître tout de suite si on ne triche pas sur le produit. Si les concours ne sont pas un objectif pour le chef d'entreprise, Franck Deville pourrait retenter l'expérience sur de nouvelles saveurs qui mériteraient elles aussi de se retrouver sur les meilleures tables du monde. Le boyau-thon, cette recette à base de tripes de poisson, doit son histoire à une ville, celle du Prêcheur, et à une activité, celle de la pêche. Une plongée culinaire proposée par Johan Charpentier-Titi pour la rédaction de Via ATV, en Martinique bien sûr. Jean-Guy n'en est pas à son coup d'essai. Le boyau-thon, il est tombé dedans quand il était petit. Un plat qui l'a toujours fasciné, au point d'en percer les moindres secrets. J'étais très observateur quand j'étais gamin. Et je regardais comment il faisait. Et curieux aussi, c'était poser des questions. Parce qu'en fait, les vieux, la tradition, fait, le savoir s'acquérait comment? C'était en observant. On ne venait pas comme à l'école pour dire, eh bien bon, voilà, 1 et 1 font 2. Ils ne t'apprenaient pas comme ça. La maîtrise est au rendez-vous. C'est délicieux. C'est délicieux. Il n'y a pas, voilà. C'est le bonheur ici. C'est trop bon. Trop bon. Attention tout de même à ne pas se brûler. Il est celui-là. Je t'ai donné la cuillère. T'avais envie de te brûler. Le boyau-thon, plat incontournable du Prêcheur, et comme toute bonne recette traditionnelle, elle a ses origines. Il ne faut pas oublier que quand les pêcheurs du Sud venaient pêcher au Prêcheur, ils partaient pour la semaine. Il fallait donner à manger à ces gens parce qu'ils entraient très tard, c'était à la voile, quand il n'y avait pas de vent, ils étaient obligés de rentrer sur le Prêcheur parce qu'ils venaient pêcher tout au nord. Et il fallait donner à manger à ces gens. Alors d'abord, ça a été le boyau, il était salé. Et un jour, trop de monde, elle a essayé cette recette, le boyau-thon. Clin d'œil à l'histoire, Yasmine, femme de marin pêcheur, est venue de Sainte-Anne pour déguster un bon plat de boyau-thon. C'est une spécialité du Nord, nous on ne fait pas ça, on ne connaît pas du tout. Mon mari est marin pêcheur pourtant, mais on veut vraiment goûter. Alors on a retenu chez un vrai pêcheur et un autre à Mélodie, tu sais, au restaurant. Comme ça on va pouvoir comparer un petit peu. Et chaque année on va goûter à d'autres. Pari réussi pour les Préchotins, leur recette emblématique attire toujours autant les foules. Comment transmettre la passion agricole aux jeunes générations? Vaste question. Dans les Vosges, cette ferme fait découvrir aux plus petits le métier d'agriculteur. Près de 1700 enfants ont déjà été accueillis et les exploitants agricoles ne manquent ni d'idées ni d'envie. Vous allez le voir, un reportage de notre partenaire sur place, Vosges TV.
Les agriculteurs d'un jour prenaient leur rôle très à cœur ce matin-là du côté de Porcieux. À la ferme de la Prairie, la transmission est l'un des mots-clés. 5e génération à rejoindre l'exploitation, Eva est revenue après des études dans un tout autre domaine pour aider son père qui a repris il y a une quinzaine d'années la ferme familiale. Avec toujours cette volonté de transmettre, elle a apporté une dimension pédagogique à l'exploitation. On a des premiers enfants qui viennent voir, j'en ai un qui a fait son anniversaire, qui veut devenir vétérinaire, j'en ai d'autres qui me disent moi je veux faire comme vous, agriculteur, je veux m'occuper des animaux. J'espère que ça peut créer des voies, j'espère des vocations, des choses qui peuvent leur plaire. Moi j'essaye de leur montrer le bon côté comme le mauvais côté des choses, parce que le métier d'agriculteur aujourd'hui il n'est pas facile, mais c'est vraiment le plus beau métier du monde. Et je le conseille à tous les enfants qui peuvent venir chez nous. Et on la pousse. En quelques mois, plus de 1700 enfants ont été accueillis. Si aujourd'hui, lapins, vaches, chèvres et chevaux notamment se côtoient, ça n'a pas toujours été le cas. Alors à l'époque du coup il y avait des chevaux forcément parce qu'on travaillait encore avec les chevaux, mais c'était tendance quand même élevage, donc laitière. Je me suis plutôt lancé au départ dans la pension de chevaux. Nous avons 30 chevaux, une cinquantaine de vaches, donc nous avons aussi bien des charolaises, 45 charolaises, nous avons 3 vosgiennes et nous avons aussi une petite troupe de Highlands. La ferme de la Prairie, c'est aussi une attention particulière à la biodiversité. Aucun pesticide n'est utilisé sur les sols, un système d'irrigation naturelle a été mis en place et des arbres plantés pour créer de l'ombre sur les parcelles. Aujourd'hui, pour se développer, Daniel et Eva ont encore plein de projets. On a l'envie en fait de s'installer en maraîchage, donc on a trouvé quelqu'un pour nous aider à faire du maraîchage, donc diversifier puisqu'on a bien vu qu'avec la clientèle qu'on a eue, on a de la demande. Se développer tout en ayant dans un coin de la tête cette transmission et pourquoi pas faire naître des vocations. D'ici quelques mois, des gîtes insolites permettront aux visiteurs de prolonger encore un peu plus leur expérience à la ferme. Nous restons dans les Vosges où dans le petit village de Saint-Plaché, une retraitée incarne la passion du goût. Membre du club des goûteurs Aldi, Françoise reçoit des colis mystères pour évaluer les produits proposés en magasin. Une aventure gourmande et sérieuse en même temps à découvrir dans un reportage de Christophe Buchet. Regardez. Non, je la vois toujours pas. Non, bah qu'est-ce qu'elle fiche? Pour Françoise, c'est un grand jour. Elle a convié sa voisine et amie Martine pour une dégustation surprise. Elle attend un coffret par la poste, sans rien savoir de son contenu. Parce que du coup, tout le monde ne reçoit pas le même colis. Non, ma belle. D'accord. Sur le site du club des goûteurs, créé par l'enseigne Aldi, les membres postent les photos des derniers colis reçus. La postière arrive pile à l'heure du déjeuner. Et voici le coffret catégorie senior. Ah, vous voulez goûter le foie gras, trop bien. Du foie gras, de la confiture de figues, du chocolat, des amandes, des toasts, un panier varié qu'il va maintenant falloir goûter et évaluer. Le foie gras, par contre, ça ne s'étale pas, ça se pose. Avec la confiture de figues et les toasts, ils vont juger 3 produits de l'enseigne en une dégustation. C'est vrai qu'avec le foie gras au-dessus, la figue ne l'emporte pas. Le toast est grillé sans plus, mais juste ce qu'il faut. Alors, ce que j'aime bien avec le foie gras au-dessus, c'est que tu as le foie gras au palais, les produits de la viande utilisés ou les épices, il n'y a rien qui emporte. Coût de la verrine, 14 €. Un prix abordable, un critère essentiel pour ce couple de retraités aux revenus modestes. Bon, après, vous dire que par rapport à une marque, à des grandes marques, qu'il est pareil, je sais pas. Moi, de toute façon, je suis pas produit marque, je suis qualité-prix. Ouais, c'est surtout ça. Surtout à l'époque actuelle. Et franchement, il ne manque rien. Des produits made in France à un prix abordable, la politique de l'enseigne séduit Françoise. Elle doit maintenant faire remonter ses critiques au club des goûteurs. Par rapport à vos marques habituelles, que diriez-vous de ce produit? Très bon goût en bouche. Pour sa 31e dégustation depuis son entrée au club, Françoise donnera 5 étoiles, la note la plus élevée. En 2 ans, les membres du club ont testé plus de 350 produits alimentaires proposés par l'enseigne. Partons maintenant à la découverte d'un concept original. On connaissait les cafés à chats. Place désormais au premier café à chiens à Toulouse. Le lieu unique en Occitanie a pour ambition de permettre de partager un moment câlin avec notre meilleur ami et pourquoi pas de l'adopter. Pour Via Occitanie, Hervé Lisa a eu du mal à résister à la tentation. Câliner un chien tout en buvant un thé ou en mangeant une tarte, c'est ce que propose ce salon dans le centre-ville toulousain. Je pense qu'il sent l'odeur de mon chien sur mes vêtements. Des chiens appartenant au gérant, mais aussi en recherche de foyer,
comme Melon, cet ariégeois de 6 mois, le Canité veut sensibiliser sur une adoption réfléchie et responsable. Il a été récupéré par l'association Musotopia, donc c'est une association de protection animale qui récupère des chiens abandonnés et ou maltraités et qui les place dans des familles d'accueil. Et nous en fait on collabore avec cette association toulousaine et l'idée c'est qu'on mette en lumière ces chiens qui sont à la recherche d'une famille et qu'en venant au Canité, eh bien, le processus d'adoption ou de trouver une famille d'accueil soit beaucoup plus rapide. Pas question de chouchouter ces animaux n'importe comment, sur chaque table, une charte sur le comportement à adopter. On parle un petit peu à la place du chien pour que ça soit mieux perçu, comme par exemple laisse-moi venir à toi, ne m'appelle pas plusieurs fois par mon prénom, j'ai la tête qui tourne, pour que les gens en fait se rendent compte que ce sont des animaux, des êtres vivants et qu'il y a une façon de s'adresser à eux et que ce ne sont pas des peluches. Un concept dans le respect de l'animal qui séduit la clientèle. Ça m'a tout de suite plu de savoir qu'il y avait des chiens, qu'on pouvait passer du temps avec eux dans un café, pouvoir travailler. C'est toujours agréable de venir manger dans un salon de thé et en plus avec les chiens ça rajoute un petit plus. Moi j'adore. Et pour ceux qui souhaiteraient amener leurs chiens, des ateliers spécifiques sont programmés. 2 fois par mois environ, on organisera un événement canin. Il peut y avoir des ostéopathes animaliers par exemple, ou une éducatrice comportementaliste qui viendront, feront une petite conférence, mettront en place quelques ateliers. Des événements autour du bien-être animal donc. Le café est ouvert tous les jours, du mardi au samedi. Moribond depuis 51 ans et dissimulé par les ronces sur l'aérodrome de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, ce Dassault flamand de 1953, fleuron de l'aviation militaire d'après-guerre, a retrouvé une seconde jeunesse au sud de Toulouse. Chez Loïc Dumas, formateur à l'École nationale de l'aviation civile, qui le garde. Notre partenaire La Dépêche du Midi l'a rencontré, regardez. En août 2022, on connaissait cet avion depuis 6-7 ans, qui était un peu laissé entre guillemets dans un état d'abandon à l'aérodrome de Castelnau-Magnoac. Et mon ami a eu cette idée folle de dire mais pourquoi on ne le sauverait pas en fait, car c'est quand même un morceau de notre patrimoine français. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Il a fallu un peu d'études car on n'est pas des professionnels du démontage d'avions, c'est la première fois qu'on fait ça, donc avec les amis et la famille, on s'y est mis. Nous nous rendons désormais à Brest, en Bretagne, à la rencontre du restaurateur et peintre Eric Torgman, qui expose ses tableaux dans son restaurant. Cet artiste formé de manière autodidacte s'est même fait repérer par le comité de sélection de l'exposition Art Capital, qui lui a proposé de présenter ses œuvres au Grand Palais. Un reportage de Maël Delmure pour TBO sur place. Moi, en fait, je suis complètement autodidacte, tu vois. Que ce soit en cuisine, que ce soit en peinture. Parce que la cuisine et la peinture, c'est la même chose. C'est créatif. Eric Torgman, restaurateur chez Zaza à Brest et artiste peintre. Un midi, je suis dans la cuisine. Pour tout te dire, je fais la plonge. Donc je suis bien crado. On avait fait un gros service, le resto était plein. Et notre fille aînée, enfin ma belle-fille, Justine, vient me chercher et elle me dit comme ça, écoute, il y a une dame en salle qui veut absolument te voir pour les tableaux. Et donc j'arrive et puis une dame d'un certain âge de la région parisienne, Madame Chuzel, qui me dit, je fais partie du comité de sélection du salon Art Capital à Paris, au Grand Palais éphémère. Bon, je lui dis, formidable. Et elle me dit, et je veux absolument que vous soyez exposé parce que ce que vous faites, c'est formidable, quoi. Quand je fais un tableau, une fois qu'il est produit, il ne m'intéresse plus dans la mesure où ce que je veux, c'est qu'il circule, qu'il trouve la personne avec qui il va dialoguer, la personne qui va flasher dessus, et il fait sa vie. Et quand tu fais la cuisine, c'est créatif aussi. Et tu vas donner quelque chose finalement de très intime, tu vas donner quelque chose de toi, et tu reçois les gens comme à la maison, c'est-à-dire c'est une manière d'aimer. Il est le seul avec l'Opéra national de Paris à posséder en son sein des ateliers de construction. Céline Arcilia pour TL7 dans la Loire a eu accès aux coulisses de l'Opéra de Saint-Étienne où entre costumes et décors, tout un monde s'organise pour la bonne réalisation des œuvres. Regardez. Vous reconnaissez sûrement ses fauteuils Bordeaux et sa grande scène, mais l'Opéra de Saint-Étienne garde bien caché d'autres trésors. Derrière la salle, quelques minces affaires. Nous sommes dans l'atelier menuiserie. C'est ici que sont élaborés et fabriqués les décors rigides des œuvres qui seront bientôt jouées.
Aujourd'hui, ce sont ceux de la Veuve Joyeuse. Le travail est minutieux pour permettre au spectacle d'être le plus grandiose possible. Ici, il n'y a pas de routine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler auprès de personnes créatives, comme des scénographes, des metteurs en scène, et d'ajuster selon les contraintes techniques. Que les projets soient sans cesse renouvelés, c'est quelque chose qui est dynamisant, c'est-à-dire qu'on n'est pas amené à faire tout le temps la même chose. Juste à côté, on travaille le métal. Un peu plus loin, les décors sont peints avant d'arriver enfin sur scène pour le montage. Dans quelques jours, les artistes seront là pour les répétitions. Leurs costumes seront prêts et réalisés par d'autres artistes comme Sirpa. Certaines pièces, comme ce manteau, représentent des semaines de travail. Et si l'esthétique est important, il faut aussi broder avec certaines contraintes techniques. Des robes qui a une traîne ou le manteau qui est lourde en fait, tout simplement. Donc c'est bien réfléchi, très précis. Avoir ces ateliers au cœur même de l'opéra est une particularité stéphanoise. C'est unique en province. Un atout pour gérer les coûts, pas plus de 70 000 € pour la partie décor et costumes. Et cela permet de proposer des œuvres made in Loire. Alors c'est une très grosse force parce que ça permet à l'Opéra de Saint-Étienne de produire ses ouvrages lyriques. On en produit en moyenne la moitié, voire un peu plus chaque saison. À Saint-Étienne, on peut donc voir des interprétations d'œuvres uniques, des œuvres qui s'exportent ensuite et participent à la renommée de Saint-Étienne. Oui, l'Opéra de Saint-Étienne fait partie des grands opéras français. On a des coproducteurs qui sont des coproducteurs de renom. Le Théâtre des Champs-Élysées, le Palazzo Bruzzane sont des maisons évidemment de très haut niveau et l'Opéra de Saint-Étienne fait partie de ces grandes maisons. Un succès évidemment aussi local. La salle enregistre plus de 90% de fréquentation à chaque représentation. Avis aux gourmets dans ce journal. Regardez ce village près de Chamonix où cet ancien relais de poste est devenu le site et la propriété d'un jeune chef cuisinier. Grâce à ses nombreuses expériences passées, il propose une cuisine tout en finesse et en surprise. Un reportage de Sébastien Germain pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. À Servoz, l'auberge des Gorges était déjà un lieu historique. Hugo Le Mercier, le maître de maison depuis quasiment 2 ans, l'a transformé en un lieu authentique. L'auberge et ses 6 chambres et le restaurant et sa vingtaine de couverts sont une véritable invitation pour passer un moment un peu hors du temps. C'est un bâtiment de la fin du XVIIIe siècle qui a été construit ici sur Servoz, qui a été transformé en auberge dans les années 1960 et puis qui depuis là on a toujours eu une jolie réputation. Et oui, c'est vrai que c'est un challenge de reprendre et puis de faire briller cet établissement. Puis je suis tombé sous le charme du village de Servoz, dans la vallée de Chamonix, parce qu'on est vraiment bien. On n'est pas loin de tout, mais on est au calme. Et puis c'est vraiment un établissement saisonnier où on a de l'activité toute l'année, avec la chance qu'on a d'être au pied du Mont Blanc. Et c'est vraiment pour ça que je me suis installé ici. Retrouver le jeune chef au Savoyard à la tête de cette institution n'est pas réellement une surprise, tant son parcours est jalonné d'étapes diverses et variées. D'ailleurs, sa cuisine raffinée est un savoureux mélange de savoir-faire local et d'inspiration étrangère issue de son parcours. On est sur une cuisine de produits locaux, des cuisines de poissons de lac, de produits de légumes de la région, au maximum de nos fromages aussi, fromages de Savoie et de Haute-Savoie. Et puis après, que je vais venir twister sur certains plats avec des choses issues de mes voyages, de mes expériences, notamment de l'Inde. De ses expériences passées au Royaume-Uni, en Suisse ou encore à Dubaï, Hugo Le Mercier a gardé l'exigence inhérente à ce métier, assaisonné d'un brin de folie et de surprise. En effet, à l'auberge des Gorges, le menu se commande à l'aveugle. On va commencer avec une huile flottante ce soir, mais salée. Vous allez retrouver une petite sauce dans l'esprit d'une crème anglaise, mais à l'ail. Il y a le premier menu essentiel qui est en 3 plats, le deuxième en 5 plats, menu expérience, et le dernier menu, l'expression, qui est en 8 plats. Voilà. Et là, c'est vraiment un concentré de tous les produits locaux de la région du moment. Île flottante salée, lentilles façon risotto ou encore butternut en dessert. La cuisine originale d'Hugo Le Mercier est un régal pour des papilles curieuses de nouveautés. Et 2 ans après s'être lancé dans cette aventure un peu folle, le jeune chef est convaincu qu'il est dans le vrai avec ses idées. J'ai vraiment réussi à monter un petit peu en gamme, à faire vraiment ce que je voulais, à faire une jolie table gastronomique. J'aime pas dire gastronomique, moi je dirais épicurienne, une jolie table épicurienne où les gens viennent, on est ouvert que le soir et le week-end pour le déjeuner. Le travail d'Hugo Le Mercier et de son équipe semble porter ses fruits, puisque l'auberge des Gorges est déjà référencée au niveau national. Une première reconnaissance qui en appellera peut-être d'autres. Accompagner les futures mamans dans leur grossesse par des cours de danse. L'idée fait son chemin, comme nous allons le voir dans l'Aube, où 3 femmes enceintes inauguraient ce premier cours de danse périnatale. Des vertus tonifiantes pour le corps et un moment privilégié pour ces futures mamans. Notre partenaire Canal 32 a rencontré Amandine Jeanne, professeure de danse et elle aussi maman. Elles ont 7, 8 et même 9 mois de grossesse.
et ont pris rendez-vous pour un cours de danse un peu particulier. Ce samedi après-midi, dans cette salle de Saint-André-les-Vergers, le créneau est réservé à la danse périnatale. Un projet qui tenait à cœur à Amandine Jeanne, professeure de danse. C'est une idée qui trottait dans ma tête depuis la naissance de ma fille, mon deuxième enfant, en 2021. En fait, moi j'ai fait du yoga prénatal, postnatal, et d'avoir une activité tout le long de ma grossesse, ça m'a vraiment aidé à récupérer après. On soulève le genou. D'abord les étirements, suivent les mouvements de balancier au son de la musique tahitienne, de quoi tonifier les muscles. Certaines parties du corps, comme le périnée, sont particulièrement sollicitées. Ça permet d'avoir un temps pour respirer, pour s'étirer, pour relâcher les tensions, mais aussi pour tonifier tout le corps, pour activer la circulation sanguine, parce que c'est très important quand on est enceinte. Naomi attend son deuxième enfant. Après 7 mois de grossesse, chaque mouvement est exigeant. Les grosses difficultés, c'est qu'on a le poids de bébé dans notre corps. On n'est pas tout seul, donc ça pèse un peu. Et puis c'est pour ça que des fois, on préfère s'asseoir pour se reposer un peu, et puis après on repart. À la fin de la séance, c'est un peu fatigué, mais surtout détendu que les futures mamans rentrent chez elles. Ça nous permet de nous détendre, de pas forcément penser à la fin de la grossesse et vraiment de passer un moment un petit peu hors du temps, se recentrer sur nous et sur le bébé. Objectif pour Amandine et l'association Précieuse et compagnie, faire connaître la pratique et ses bienfaits. Une séance sera ouverte chaque mois. Au revoir à tous et merci d'avoir suivi le grand JT des territoires avec les plus beaux reportages de nos régions françaises et d'outre-mer. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir.